Alors, salut Jean-Pi. Salut. Donc on est en compagnie de Jean-Pi. J'imagine que c'est un pseudo parce que tu t'appelles pas que Jean-Pi dans la Voilà. vie. C'est parce que je dois garder un certain anonymat. Je comprends. Non mais il y a des gens comme ça qui ont un métier assez secret. Alors Jean-Pi, tu es dessinateur de BD. Oui. Et moi je t'ai connu par l'intermédiaire d'Alain Blondelon parce que tu as fait Cérémonial Nocturne qui a Voilà, qui adapté est un texte de lui. d'une nouvelle qu'il avait mis dans l'anthologie Paris, chez Rivière Blanche. Voilà, donc qui se passe notamment dans les Les catacombes. catacombes. Et en fait, Alain avait sa nouvelle, et moi j'avais ce personnage d'Azel Atkins Oui, et j'avais pas vraiment d'histoire. En fait, j'avais l'idée d'un personnage. Je voulais faire un personnage qui soit un peu à la croisée des chemins entre Lara Croft ouais. et les aventures du BPRD de Mike Mignola. C'est-à-dire du surnaturel et une héroïne féminine un peu costaud. Oui. Et du coup, quand j'ai lu sa nouvelle, je me suis dit, tiens, c'est. En plus, il y a des trucs gore, il y a des têtes coupées, il y a des machins comme ça, donc ça m'a tout de suite plu. J'ai dit, je pourrais éventuellement prendre cette histoire-là et m'en servir comme point de départ pour la première aventure de Zed Atkins. Et comme Alain était content à l'idée de voir une de ses nouvelles portée en BD, je me suis lancé là-dessus. Il y aura une suite ou pas? Alors, normalement, il y a une suite qui est prévue parce que, comme j'ai utilisé sa nouvelle pour mettre la première aventure d'Azel en image, Alain m'a renvoyé l'ascenseur en utilisant le personnage d'Azel dans une de ses nouvelles. Et l'idée, c'est de prendre cette nouvelle pour en faire une adaptation. Pour faire un tome 2. Alors, donc c'était la BD Cérémonial Nocturne qui a été publiée en 3 volumes souples, c'est ça? Il y a 2 volumes souples, Deux on va en volumes faire souples. 3 au départ. Ok. Et puis j'en ai fait que 2. Oui, Parce c'est que ça. j'avais des petits problèmes d'emploi du temps, donc Tu as ça a raccourci un commencé peu. à traîner un peu, donc j'ai un peu resserré l'histoire et on en a fait que 2. Alors, moi je vois sur ton stand des BD que je ne connaissais pas qui sont aussi en format souple, avec des titres, on va dire, assez accrocheurs. La revanche de la mère en gueule, l'attaque des corniotes tueuses. Alors, les corniotes, explique-nous, parce que c'est un truc de la région. Les corniotes, c'est une viennoiserie de Louan. Ouais. Ça a été développé tant jadis par les bonnes sœurs de l'Hôtel-Dieu de Louan, D'accord. qui les vendaient une fois dans l'année, à la fête de l'Ascension, au profit des malades de l'Hôtel-Dieu. Donc là, il y a des corniotes tueuses, ce qui est assez improbable de base. À de base, ouais, c'est un peu improbable. En fait, tout ce que je fais en auto-édition et en format souple pour que ça ressemble aux comics américains, Ouais. c'est des histoires qui se passent principalement dans la région de la Bresse louhannaise et de la Bresse plus largement. De la région dont tu es originaire. Non, moi je ne suis pas du tout d'ici, je suis un immigrant. D'accord. En Bresse. Mais tu habites là. Voilà, je suis un Bressan d'adoption, on va dire. Ok. Et donc j'ai pris des thèmes locaux. La mérangueule, c'est un croque-mitaine local qu'on invoquait pour que les enfants n'aillent pas jouer près des points d'eau. La corniote, c'est cette fameuse viennoiserie locale. Et le poulet garou, là-bas, c'est à cause du poulet de Brest, qui est un poulet IGP local blanc avec les pattes bleues. Connu. C'est Très bien connu, connu. le poulet de Brest. Voilà. Et à chaque fois, c'est des histoires fantastiques qui sont un peu inspirées de ce qu'on appelait les céréales et les séries B américaines des années 50. La corniote tueuse, c'est très librement inspiré de la guerre des mondes de George Pal. Oui, de H.G. Wells à départ, mais Voilà. du film de George Pal. Le film de George Pal qui date de 54. Et donc tu es amateur de comics au départ, j'imagine. Alors moi j'ai commencé par la BD, le comics j'ai découvert ça beaucoup plus tard. La BD j'ai commencé à lire les magazines Pilote, Torgal, des choses comme ça chez ma grand-mère. Ouais. Et puis le comics c'est arrivé plus tard via un camarade qui était dans le même village que moi et qui lisait Strange, qui Ok. était publié par les éditions Lug à Lyon. Ouais. Oui, je connais bien. Et donc tu as commencé par pilote, pas t'as pas lu Pete Gadget ou Journal de Mickey quand Non, t'étais puis plus Gadget gamin? c'était pendant les vacances d'été. On achetait les petits pif-poches, des choses comme ça pour lire pendant qu'on était au camping avec les parents. T'as eu ceux avec où il y avait une animation Oui, avec les j'ai eu pages? des Casper comme ça. Non, pas des Casper, le petit Non, fantôme. Arthur le comme fantôme. Arthur le fantôme. On passait toutes les Ouais. pages et on voyait Arthur se déplacer. J'adorais ça aussi. Alors, et tu es publié aussi dans le journal de Saône-et-Loire. C'est ça. Alors, tu es quoi dans le journal de Saône-et-Loire? Alors, dans le journal de Saône-et-Loire, ça fait presque 2 ans que je fais ça. Je fais une planche mensuelle, le dernier vendredi de chaque mois dans l'édition Brest. Et à chaque fois, je prends comme thème une légende ou un mythe local. Au départ, c'était pas imposé, c'est moi qui ai inventé cette histoire de chronique de par-ci par-là. Et je prends à chaque fois un thème des mythes et légendes populaires pour en faire une lecture un peu plus dynamique et pas trop traditionnelle, pas trop contrainte. Oui, il y a un petit peu une dose d'humour dedans. Voilà, c'est ça. Une dose J'aime d'humour. bien dépoussiérer un peu les trucs.
Et donc ça tient à chaque fois en une seule planche. C'est ça. C'est Ah oui. l'impératif. Tous les mois, j'ai une planche. Ça doit pas toujours être facile parce que contracter une légende, défendre une page. Voilà. On est un peu obligé de faire un peu des raccourcis parce que le problème, c'est mensuel. Si je fais À une suivre, histoire en 2 pages, c'est pénible. c'est pas possible parce que les gens seront perdus le deuxième mois, ils ont oublié ce qui s'était passé le mois d'avant. Oui, certainement. Donc, Ou ils à n'ont chaque pas le fois, numéro j'essaye d'avant. J'essaye de concentrer le même page. Alors tu as derrière toi un album, une pub pour un album BD, La Flaque. Tu peux nous en parler vite fait? Alors la Flaque, c'est le premier album de BD que j'ai publié, D'accord. qui se trouve là. Ouais. Et c'est une BD qui a la caractéristique principale d'être muette, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue du tout. T'étais fâché avec ton scénariste? Non, c'est le scénariste, c'était moi. Mais au départ, j'avais mis des textes et puis c'était un peu nunuche, quoi. Ouais. Et c'est un personnage en fait, qui saute dans une flaque. Et puis au lieu de simplement s'éclabousser, il coule dedans, il se rend compte qu'il peut respirer sous l'eau et en fait il se promène dans un espèce d'océan et de mer idéalisé où il rencontre un peu beaucoup d'espèces sous-marines, parce que j'aime bien les films. Et il peut respirer. Voilà, C'est une sorte du monde de Nemo mais avec un mec. c'est ça. Et il y a un reload de ce truc-là en cours avec un personnage féminin D'accord. que je suis en train de dessiner. Mais comme je prends énormément de temps pour le faire et que je le pose, j'y reviens, etc., c'est pas demain la veille qu'on le verra, je pense. Alors il marquait vu dans DBD, Plongée Mag et le JSL. Donc Ouais. tu as eu. Il y a eu quelques chroniques à l'époque où c'est sorti. C'était un éditeur Fugandil qui était un éditeur associatif qui avait envoyé des exemplaires presse un peu partout. Et moi je m'étais occupé de l'envoyer à Plongée Magazine. Oui, parce que tu fais de la plongée. Voilà. Ok. Alors, il y a d'autres albums dont tu voudrais qu'on parle? Parce que je sais que tu veux pas qu'on fasse trop long. Non, ce que j'aimerais bien c'est qu'on parle de ça. Vas-y, alors parle de ça. Alors Léo Caddy, Parce qu'il y a d'autres albums. Hein. Voilà. Tu as fait d'autres albums, il mais. y a une dizaine voilà. d'albums en tout. Alors soit chez des éditeurs, soit en auto-édition. Les auto-éditions c'est souvent en soupe. Pour un problème de ressemblance déjà. avec le comics et tout. Bien sûr. Alors je voulais parler de ça, c'est Léo Caddy, Héroïne Givrotine. C'est quelque chose que j'ai fait avec une association, l'association Boule de Chalon-sur-Saône, Ouais. qui est à l'origine du salon BD de Chalon-sur-Saône, D'accord. qui publie ce magazine une fois par an, Oui, pour le salon, j'imagine. voilà, pour le salon, et qui m'avait confié cette histoire de Léo Caddy, qui était une jeune immigrée polonaise qui travaillait à Chalon et qui avait entendu des officiers allemands discuter et dire qu'ils allaient subir au village de Givry le même sort que des villages comme Radoux-sur-Gaille. Et de ce fait, elle va prévenir la résistance et il y a une escouade de l'armée de lac de Tassigny qui fait un détour pour aller libérer Givry. Et j'aimais bien l'idée qu'une petite immigrée polonaise soit à l'origine du sauvetage d'un village français. Surtout qu'à l'époque où c'est paru, certaines idées saumâtres revenaient un peu au devant de la scène. Oui, Voilà, je vois donc ce que tu veux dire. C'est une BD qui me tient particulièrement à cœur. D'accord. Donc là, il y a la BD complète Il y a une dedans. dizaine Combien de de pages? planches. Une dizaine de planches. L'impératif, c'est une dizaine de pages. Donc Ouais. j'avais un scénariste, Philippe Buste, Ouais, qui d'accord. m'avait scénarisé cette planche, cette BD, et il y a une dizaine de planches qui racontent un petit peu. C'est un petit peu romancé sur la chronologie parce qu'il fallait faire tout tenir en 10 pages. Oui, bah oui. Mais il y a toute l'histoire de Léo Caddy qui passe les barrages allemands, qui raconte qu'elle va chercher les patates chez sa tante, etc. etc. Et l'intervention donc des troupes françaises qui à l'époque étaient des troupes coloniales. Oui. Alors, Voilà. comment dire ça? Quand on voit tes dessins, tu as un style, on va dire, reconnaissable, ce qui est plutôt une qualité. Merci. C'est-à-dire que tu as une certaine originalité dans ton trait. Comment tu pourrais décrire ton style? Moi, je ne décris pas en fait. Moi, en fait, je dis toujours, quand j'explique la bande dessinée aux gens, je dis bah il y a le gros nez et il y a les BD réalistes et moi je suis dans l'entre-deux. Oui, voilà, c'est un Où peu il y a dans la un majorité entre-deux. Il y a plein de dessinateurs de BD qui sont là-dedans, Ouais. une veine semi-réaliste, un peu fantastique, un peu dessin pour la jeunesse, un peu tout mélangé. Et j'arrive pas, je donne pas de définition sauf dire que c'est pas du gros nez. C'est peut-être un peu semi-réaliste parce que je fais toujours des personnages et que je fais rentrer un peu de fantastique dans le quotidien. Mais je ne fais pas vraiment de science-fiction ou des choses comme ça. Donc moi je me définis comme quelqu'un qui fait du semi-réaliste, tranquille. Tranquille. J'aime bien la définition. Et tu travailles à l'ancienne, c'est-à-dire tu travailles sur des vraies planches et après tu fais les couleurs Alors je travaille sur papier sur papier, oui. et Parce qu'il y en la a- couleur est faite à l'ordinateur. à l'ordinateur. En Oui, non, fait, j'ai simplement transposé une technique que j'avais avant, que je peignais à la gouache, mais que je faisais une couleur à la gouache. J'ai simplement transposé la colorisation à la gouache avec les méthodes que j'utilisais à l'ordinateur parce que ça me permet d'avoir un gain de temps et puis de ne pas trop
trop avoir de problème de repentir, de refaire des cases à la moindre erreur de couleur ou de pâté. Voilà. Et tu fais des couleurs toi-même? Ouais. Non, parce que tout le monde ne fait pas, c'est pour ça que je pose la Voilà. question. Mais en fait, alors à part Léo Caddy et certaines BD que j'ai fait avec des scénaristes, j'ai toujours fait dessin, scénario, couleur, moi. Un homme orchestre. Voilà. Et en fait, j'aime bien faire de l'auto-édition parce que ça me renvoie au do-it-yourself de la scène alternative dans les années 80 où on faisait un fanzine différent toutes les semaines. Oui, je En connais ça. écoutant les Berus, c'était bien. En écoutant les Berus. Exactement. Joyeux merdier. C'est ça. Et je ne vais pas te quitter quand même sans toucher un petit mot du sujet de l'IA, parce que tu as un beau panneau avec interdit à l'IA. Et ben voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'IA, de ta position de l'IA? Je pense que tu n'y es pas très favorable. Je ne suis pas hyper favorable. C'est un outil qui peut être utile pour faire certaines choses. Je sais qu'il y a des auteurs de BD avec qui j'ai discuté qui s'en servent pour se faire des références, des décors, des fonds pour pouvoir travailler sur leur planche. Moi, ce qui ne me plaît pas là-dedans, c'est que ça devient un peu un recours facile de faire dessiner une affiche ou un dessin ou une planche de BD ou un strip par une intelligence artificielle ou faire de la musique avec l'intelligence artificielle. Parce que le problème derrière cette IA, c'est le pillage des œuvres de gens dont c'est le métier, dont c'est le gagne-pain, d'œuvres qui sont protégées par des droits d'auteur. Oui. Il faut savoir qu'en France, il y a eu 2 lois qui encadrent le droit d'auteur, 57 et 2003, et que ces recours à l'IA sont un pillage sans vergogne de tout le fond de travail d'auteurs de BD, d'illustrateurs, de musiciens qui est protégé, sur lequel il y a des ayants droit et que les droits de ces ayants droit ne sont absolument plus respectés. C'est la grande foire à la gratuité. Tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment. Et le problème de l'IA, c'est que c'est ce pillage et surtout le fait qu'il y a un nivellement de la production de l'IA par le bas. Et les gens s'habituent à voir de la crotte et à trouver des dessins dégoûtants, intéressants. Oui, mais Donc j'ai fait ce petit laïus parce que j'avais discuté avec des auteurs, des dessinateurs de BD, et on en avait un peu marre de voir, surtout sur les réseaux sociaux, se multiplier des affiches pour des salons du livre notamment ou des festivals de musique qui sont faits à travers des IA. Pire encore, des fois des salons BD. Alors, salon BD, là, c'est quand même le comble du comble. Je crois qu'il y a eu un exemple récemment. Oui, il y a eu un exemple récemment, ouais. Donc, oui, non, mais je suis. Donc, moi, j'avais fait ce petit panonceau pour expliquer que j'attends avec impatience que l'IA sache faire tout le boulot, sache faire du pain à la place des boulangers, pour que les boulangers, les plombiers, les administrateurs de communes, parce que beaucoup de collectivités locales font leur com avec des IA, des affiches IA. J'attends que l'IA fasse ça à leur place pour qu'ils se rendent compte un peu de ce que nous, les artistes auteurs, on connaît et on subit actuellement. Oui, mais les gens, en fait, ils ne s'en rendent pas compte, donc ton message est intéressant et c'est bien de le diffuser. Parce que quand on entend parler d'IA dans les médias, c'est formidable, c'est l'avenir, tout le monde va y passer. Mais ils ne se rendent pas compte, les journalistes qui sont les premiers qui vont dégager aussi, après les illustrateurs. En fait, tout le monde est en train de scier les gens joyeusement la planche sur laquelle il est assis. Ouais. Alors je pense qu'il y a une façon intelligente d'utiliser l'IA, mais que pour le moment, on est plutôt face à une espèce de joyeux merdier où tout le monde fait tout et n'importe quoi parce que ça coûte rien. Exactement. Eh bien écoute, merci Jean-Pi pour cet entretien. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, j'espère que j'ai pas été trop long moi. Mais non, parfait.